le daría el espacio al compañero Robert. OK. Bonjour à tous et à toutes. Nous commencerons par remercier les camarades de Chispa Obrera pour l'invitation qui nous a été faite de participer à cette visioconférence. Nous leur adressons tous nos vœux de succès à l'occasion de leur 15e anniversaire. Nous sommes d'autant plus heureux de participer à cet échange qu'il nous appelle à réfléchir sur ce thème fondamental qu'est le rôle de la presse prolétarienne et le travail de propagande dans la lutte des classes, et qu'il fait appel à l'expérience internationale. Nous vivons aujourd'hui le moment d'une guerre décisive entre, d'une part, les capitalistes et les impérialistes occidentaux, et d'autre part, les travailleurs et les peuples dominés. Nous savons tous que dans une guerre, aucune victoire n'est possible si l'on ne met pas en œuvre une stratégie prenant minutieusement en compte sur tous les fronts de lutte le rapport de force sur le terrain et la stratégie de l'adversaire. Cela concerne particulièrement le front de la communication et de la propagande dont nous discutons. En effet, l'histoire de toutes les guerres qui se sont déroulées dans le monde en atteste. L'opinion générale, que celle-ci soit directement concernée par le conflit ou pas, mais aussi le moral des troupes, sont souvent des facteurs déterminants conduisant à la victoire ou au contraire à la défaite. Alors, quels sont actuellement la réalité et le rapport de force sur ce front-là précisément? Le premier constat que nous tous faisons, c'est que les avancées spectaculaires permises par les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont accompagnées de la constitution de puissants empires médiatiques contrôlés par une minorité de multinationales. Cela donne à la bourgeoisie et aux impérialistes les moyens de développer une puissante offensive qui, dans les moindres recoins de la planète, leur permet de conditionner les populations, de les neutraliser ou pire, de les instrumentaliser pour servir leur camp. À cela s'ajoute leur capacité à soumettre tous les individus et toutes les organisations révolutionnaires en particulier à un espionnage généralisé qui leur permet d'écouter le moindre mot prononcé, de lire le moindre écrit et partant de désinformer ou censurer en temps réel, de suivre à la trace tous les militants, d'être informés immédiatement de tous leurs projets et de faire échouer ceux-ci. Le deuxième constat, c'est que autant que nous, le camp ennemi réalise parfaitement que nous sommes à l'heure de l'affrontement décisif. Même s'il reste déchiré par ses contradictions internes, comme le montre la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre ses alliés, il reste profondément uni pour défendre leur hégémonie sur le reste du monde. Cela est manifeste dans les domaines de la propagande et du renseignement. Dans tous leurs médias, les cibles visées et le narratif sont strictement les mêmes. Bien entendu, cela n'est pas nouveau, mais il est incontestable qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies rendent l'étendue et l'intensité de leur offensive nettement plus redoutables. Ceux de notre génération se souviennent de l'opération mondialisée menée sous l'égide de l'impérialisme états-unien à l'époque de la dite guerre froide. Le monde entier était inondé des films produits par Hollywood qui prônaient la supériorité de l'homme blanc, le productivisme, l'individualisme, le machisme
et qui surtout légitimait la culture violente du cowboy. La revue, que vous connaissez peut-être, Sélection du Reader's Digest, traduit dans toutes les langues et distribué sur toute la planète, par les consulats américains, dans les écoles, dans tous les milieux consacrés à la culture, pendant des décennies, a relayé des pseudo-témoignages, des caricatures, des blagues, diabolisant le socialisme et le communisme, l'URSS, etc. Nous en subissons encore aujourd'hui les effets. Et aujourd'hui, à cela s'ajoute le culte de l'individualisme et de la compétition qui sont poussés à leur paroxysme. L'ennemi de classe est parvenu à gangrener de larges couches populaires d'une aversion irrationnelle envers les organisations syndicales ou politiques naturellement vouées à la défense de leurs intérêts. Si nous faisons ce rappel, c'est pour signifier que pour renverser le système dominant dans le contexte de la globalisation ultralibérale que nous connaissons, face à la stratégie globale mise en œuvre par la bourgeoisie et les impérialistes occidentaux, il est absolument indispensable que notre camp oppose une stratégie internationaliste et également globale. Il s'agit de déconstruire les grilles d'analyse, le narratif, les idées fausses imposées par les propagandistes du système. Face à leurs GAFA, à leurs agences de presse, la nécessité s'impose que les mouvements révolutionnaires mutualisent leur travail de formation, de propagande et de communication sur la base d'un socle idéologique clair, d'objectifs et d'outils communs. Ceci implique que des réponses soient envisagées quant au problème de la formation des acteurs du journalisme populaire, de la circulation des informations alternatives, de l'édition de supports communs, de la traduction, on voit le problème aujourd'hui, etc. Des initiatives existent dans ce domaine, malheureusement trop peu connues. Et c'est très bien que cette visioconférence de Chipas Obrera nous donne la direction. Le dernier point que je vais aborder concerne les initiatives que notre organisation a développées dans le domaine de la presse et les leçons que nous en avons tirées. Entre 1970 et 1980, nous avons diffusé 2 journaux clandestins, Levé, Debout, et Rébellion. De janvier 81 à 2010, nous avons publié un mensuel légal intitulé Assez plairé en nullité, arrêtons de gémir et puis battons-nous, qui était diffusé dans tous les coins du pays. De décembre 1981 à 2010, nous avons animé une radio sur la bande FM qui est restée très longtemps illégale, mais par la suite qui s'est imposée nationalement. Et depuis 2011, nous publions le journal en ligne J-Cambout, qui signifie jusqu'à la victoire, quoi, et nous disposons d'une web radio du même nom. Alors, de ces différentes expériences, nous avons pu dégager plusieurs leçons. D'abord, nous avons constaté souvent un décalage dans la presse militante, y compris la nôtre, entre d'un côté la forme et le contenu des documents diffusés et de l'autre les attentes du public que nous pensions viser. Réalisant que les résultats obtenus n'étaient pas à la mesure des lourds moyens engagés en hommes et en finances, nous avons tâché d'évoluer en produisant et en diffusant des écrits spécifiques correspondant aux différents groupes de personnes auxquels nous nous adressions. Il s'agissait pour nous, par exemple, de faire la distinction entre un écrit destiné à nos militants convaincus et un tract diffusé à un large public que nous cherchions à convaincre. D'autre part, l'expérience nous a enseigné que nous devions constamment nous coller aux réalités culturelles du peuple et nous adapter à l'évolution des comportements sociaux. Ainsi, notre peuple martiniquais a une culture principalement orale.
il est créolophone. La langue officielle, c'est le français. Mais la domination coloniale est génératrice d'analphabétisme et d'un illettrisme massif. Or, les articles de la presse militante sont essentiellement rédigés en français. La vulgarisation de l'écriture créole est trop récente pour être maîtrisée par la majorité. C'est ce qui nous a conduit à lancer une radio parallèlement à nos journaux écrits sur la bande FM qui nous permettait de toucher l'ensemble de la population dans un cadre culturel adéquat. Enfin, la pratique des journalistes alternatifs de nos journaux, en particulier du journal ACP en nullité, de la radio ACP en nullité, a confirmé le fait que plus la parole est vraiment donnée au peuple, et pas seulement à nos militants convaincus, plus les révolutionnaires apprennent à connaître ce peuple et à avoir un langage qui porte, plus la presse militante et son message politique sont accueillis favorablement par l'ensemble des masses. Alors nous conclurons notre présentation en insistant sur l'idée qu'en matière de propagande orale ou écrite, notre réflexion et notre pratique doivent toujours s'inspirer de ce proverbe africain qui nous enseigne qu'une parole n'est pas parole parce qu'elle est prononcée, elle est parole parce qu'elle est entendue. Je vais vous remercier de votre attention. Gracias, camarada. Yo únicamente tal vez compartirle la última parte que mencionaba el compañero, haciendo un resumen. El compañero tocó varios aspectos en su intervención y la última parte, él mencionaba un poco acerca de su experiencia con respecto a la prensa desde su organización. Entonces mencionaba, por ejemplo, que en 1970 a 1980 se difundieron unos periódicos clandestinos, uno se llamaba Levé y el otro Rebelión. En enero de 1981 al 2010, un mensual legal titulado Se plairait à nuit l'été. En diciembre de 1981 a 2010, la radio en banda FM permanece todo ese tiempo, por mucho tiempo, ilegal, y desde el 2011 se publica el periódico en línea Yicambú y dispone también de una radio web con el mismo nombre. Y también menciona que a partir de esa experiencia se pueden sacar varias lecciones. Dentro de eso se menciona el desfase, por ejemplo, entre la prensa militante de un lado y el contenido de los documentos difundidos por el otro. También de lo que espera el público al cual nosotros vamos dirigiendo nuestro pensamiento, nuestras ideas. Más abajito dice, la experiencia nos ha enseñado que nosotros debemos pegar, digamos, o unir, digamos, la realidad cultural del pueblo y nosotros debemos adaptarnos a la evolución de los comportamientos sociales. Así dice, nuestro pueblo tiene una cultura principalmente oral, y en este caso es creolofón. La lengua oficial es el francés, pero la dominación colonial es general, pero la dominación colonial es generalmente el analfabetismo y el iletrismo masivo. Los artículos de prensa militante son esencialmente redactados en francés. La vulgarización o la popularización de la escritura creol es bastante reciente para que llegue a las mayorías. Que es por eso que nosotros lanzamos la radio sobre banda FM, que nos permite tocar el conjunto de la población en el cuadro cultural adecuado.
La práctica del periodismo alternativo del periódico y de la radio confirma el hecho que la palabra está dada al pueblo, más los revolucionarios aprenden a conocerlo y la prensa militante y su mensaje político lo reciben favorablemente las masas. Nosotros concluimos nuestra presentación insistiendo sobre la idea en materia de propaganda oral y escrita. Nuestra reflexión y nuestra práctica deben siempre inspirarse en un proverbio africano que nos enseña que una palabra no es una palabra solo porque se pronuncia, es palabra porque es entendida. Bueno, menciona otro más, pero más o menos para que tengamos una idea de lo que el compañero nos planteó en su exposición. Igualmente nos ha hecho llegar su ponencia